Merci d'être là aujourd'hui, le lendemain d'un congé férié. On est ravis de vous présenter le résultat du travail qui a été titanesque, je dirais, pendant 1 an et 3 mois, sur la création d'un réseau d'approvisionnement résilient, agile et circulaire, par le développement d'un outil de simulation des stratégies d'approvisionnement. Donc, on l'a réalisé pour la filière de bois avec le financement du ministère, donc dans le cadre du programme de soutien à l'approvisionnement local et à la promotion des produits du Québec, le volet B, qui est le volet résilience des chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est une initiative du ministère de 2023 et nous, on a commencé le projet début 2024, donc vers le mois de février, mois de mars. Fait que je passe la parole à Luce qui va plus vous présenter une introduction sur le projet, toutes les activités qui ont été réalisées, les constats et puis les retombées. Donc, je te passe la parole, Luce. Merci, Nawal. Bonjour tout le monde. Luce Laporte. Je suis la directrice développement des affaires chez Innovlog, mais dans le cadre de ce projet, j'ai eu l'opportunité de gérer le projet, entre autres pour être le lien avec les partenaires. Un projet en partenariat, toujours un défi. Donc, en premier lieu, on s'est donné des objectifs à ce projet-là qui a débuté finalement en avril 2024. C'est un projet d'1 an qui devait se terminer le 31 mars. On a eu une extension de 3 mois, donc c'est un projet qui a duré 15 mois. C'était ambitieux. Vous allez voir qu'on voyait grand. Puis on était peut-être un peu naïf, je dirais. Donc, premier objectif, le recensement des quantités de bois, produites, transformées, importées, transportées, vendues, enfouies, tout ce qui se fait avec le bois. Deuxième objectif, les normes, la certification, les règlements qui sont des freins ou qui sont des moteurs pour la circularité du bois. Troisièmement, on voulait faire une cartographie des flux de matière dans la filière de bois. Quatrièmement, définir des modèles d'affaires pour assurer une résilience dans la chaîne d'approvisionnement, le local, parce que c'est un projet dans le cadre de l'achat local, mais aussi versus pan-canadien et US. Donc, 5e objectif, valoriser les résidus de bois en fin de vie, bois brûlé, bois sans preneur, tout ce qui a résidus, surplus, pour les réintégrer dans la chaîne d'approvisionnement. Et, je sais pas pourquoi je fais une petite fenêtre là. En dernier, développer un outil de simulation pour différentes stratégies de résilience dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, premièrement, pour faire un état des lieux, on a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré au total 82 acteurs dans différents secteurs d'activité, que ce soit des firmes de génie conseil, d'autres centres, des organisations gouvernementales, des associations, des centres de tri, des valorisateurs, des recycleurs. En tout, 82 acteurs qui ont été rencontrés. On a planifié différentes activités. Évidemment, au niveau des réseaux sociaux, on a essayé de faire connaître le projet puis intéresser la communauté. On a rencontré tout ce beau monde-là aussi, que ce soit des associations, d'autres centres comme le CERFO qui a participé activement à un projet, des distributeurs, des transformateurs, etc. Et on a fait des entrevues individuelles. Donc, on n'a pas juste décidé d'envoyer un formulaire puis de se dire on espère qu'ils vont nous répondre. On a créé 4 questionnaires différents selon les experts à qui on s'adressait pour venir à bout d'aller chercher de l'information. Puis encore là, Mélissa va vous en parler tantôt, on a eu des défis à ce niveau-là. Le CTTEI, qui est le Centre en écologie industrielle, qui est un des partenaires, a organisé des focus group, 2 en fait. Le premier, en juin 2024, voulait en fait connaître toutes les barrières et les opportunités à la circularité des ressources au niveau du bois de CRD. Il y en a eu un deuxième en octobre 2024, et là, à ce moment-là, on a un peu élargi la portée de ce focus group-là. On a voulu amener une proposition un peu plus détaillée ou un peu plus précise sur le système de classification des résidus de bois, là, les fameux Q1, Q2, Q3, Q4. On a voulu connaître les différents enjeux, entre autres au niveau du conditionnement de ces bois-là, les meilleures pratiques et les freins leviers pour faciliter le réemploi de ces matières. Dernière activité, on a organisé un webinaire
auquel Othman, notre directeur scientifique chez Innovlog, et Daniel Vendette, président de Conseil 2.0, ont participé pour présenter le projet et présenter l'outil en développement qui va vous être présenté un peu plus tard. On s'est intéressé aussi à ce qui se fait un peu ailleurs. Donc, on a des partenaires chez Innovlog. On en a un en Belgique, entre autres, qui est Logistics in Wallonia. Ils sont venus nous visiter, intéressés à voir comment ça se passait, parce que eux, ils ont, entre autres, des enjeux au niveau de la traçabilité avec la nouvelle norme, là, EUDR, en Europe. Après ça, on s'est assis ensemble, puis là, on a fait des constats qui nous ont un peu, pas étonnés, mais qui ont un peu été révélateurs, je dirais. Le premier, bien ça, vous vous en doutez, on l'entend beaucoup. L'industrie du bois, c'est pas facile. C'est une industrie qui connaît différentes crises au fil des ans. Et on est tombé dans un moment où il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Il y avait, entre autres, Résolu qui arrêtait des opérations dans une scierie. Il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait, entre autres, Chantier Chibougamau qui fermait une usine à Lebel-sur-Quevillon. Donc, il y avait toute une question de bois brûlé aussi avec les incendies. Donc, c'était, je dirais, une façon de peut-être repenser un peu ce qu'on voulait faire. On s'est aussi aperçu que dans la filière du bois, il y a plusieurs initiatives avec plusieurs acteurs. Donc, des centres comme nous, je parlais tantôt du CERFO, SADC des Basques avec qui on a travaillé, l'ETS qui travaille sur quelque chose, le FORAC, le CIFQ, FP Innovation, bref, il y a beaucoup d'acteurs. On a pensé comment on pourrait réorienter notre projet. Donc, finalement, on a regardé les différentes parties de la chaîne d'approvisionnement pour se dire que les projets qu'on avait commencé à travailler avec Chantier Chibougamau, on allait les laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on s'attardait à la portion de la chaîne entre la forêt et la scierie et le transformateur. Et là, eux, il y avait des délais, il n'y avait pas beaucoup de temps à mettre là-dessus. Il y avait, comme je vous dis, une fermeture d'usine, il y avait à répartir des employés dans leurs autres usines. Donc, on voyait que le temps passait puis qu'on n'arrivait pas vraiment à quelque chose avec ça. Donc, on s'est dit, on va mettre nos efforts sur la portion de la chaîne entre l'usine, entre la scierie et le consommateur. On s'est attardé à essayer de développer des solutions pour valoriser les résidus de la forêt. J'en parlais tantôt, la matière ligneuse, voir comment on pourrait faire des copeaux en forêt, qu'est-ce qu'on fait avec le bois sur pied qui est non récolté, le bois sans preneur, puis voir comment on pourrait favoriser des partenariats pour maximiser l'utilisation durable des ressources. Les trois objectifs qu'on s'est fixés à ce moment-là, en fait, les impacts qu'on voulait avoir. On voulait tester notre outil en fonction d'approvisionner des modèles locaux de distribution. On voulait aussi valider un modèle d'approvisionnement en CRD et résidus pour différentes productions, dont le biochar, avec un modèle bimodal, là, routier et ferroviaire. Puis on voulait aussi analyser les possibilités des bois sans preneur, parce qu'on sait qu'il y a un catalyseur d'innovation qui a été déposé là-dedans. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je voulais pas trop prendre de temps. Je voulais laisser la parole aux différents partenaires, à commencer par Mélissa du CTTEI qui va nous présenter l'analyse des flux de matière. On va rester disponible pour répondre aux questions après les présentations. Merci beaucoup, Luce. J'imagine on avance comme toutes les autres PowerPoint. Oui. Super. Donc, on avait parlé, Luce a parlé justement qu'on s'était réorienté, mais initialement, c'était un projet en 5 phases, dont la deuxième, c'était d'analyser les flux de matière de bois au cours de sa vie utile. Les étapes, ou en fait, les objectifs spécifiques de cette étape-là, c'était vraiment de documenter et estimer les flux de matière et de produits issus du bois, évidemment, de dresser une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la filière bois à l'échelle provinciale, et ça, on va le faire via un diagramme de Sankey qu'on va vous présenter. Et évidemment, d'évaluer la circularité de la filière bois et la rétention des matières à l'étude en fonction de leur taux d'utilisation sur le territoire. Donc, on va voir tout ça. Et pour
pour atteindre ces objectifs-là, ben, l'outil ou la méthode qu'on a utilisée, c'était l'analyse des flux de matière. AFM, c'est ça que je vais dire pour le reste de ma présentation, c'est moins long. Donc, l'AFM, est-ce qu'on peut... Si je fais ça? Non? Yes, OK, parfait. Donc, l'AFM, c'est une méthode qui permet de suivre et quantifier les mouvements de matière, que ce soit un intrant, un extrant ou une matière qui va être stockée dans un système donné à un moment précis. C'est une capture d'écran, un portrait si vous voulez. C'est très statique, veut pas, mais souvent on l'utilise pour faire un premier jet pour mieux comprendre un système justement et ensuite être en mesure d'agir et avoir plus d'informations. Donc, la méthodologie d'AFM que nous, on utilise, c'est en 4 étapes. La première, c'est de définir le cadre de l'étude, comme toute analyse. La deuxième, c'est de collecter et traiter ces données-là. La troisième, c'est d'analyser toutes ces données-là et finalement d'interpréter les résultats. Il y a 2 grandes catégories ou façons de le faire. Donc, la première, on dit top-down ou la méthode Eurostat, qu'on part vraiment de données statistiques. Donc, on part des données statistiques, par exemple, nationales, et on découde ces informations à l'échelle que nous, on a besoin. Dans notre cas, bien sûr, c'est à l'échelle provinciale. L'autre méthode, c'est bottom-up. Donc, ça ne vous surprendra pas qu'on part des données du terrain et on fait remonter l'information jusqu'à l'échelle que nous souhaitons, qui est l'échelle provinciale. Donc, c'est 2 méthodes des catégories de méthodes qu'on emploie. Nous, on fait souvent au milieu, donc la belle petite étoile au centre. Donc, on regarde les données statistiques territoriales et on rejoint tous les manquements d'informations à partir des données terrain. Du moins, ça, c'était l'objectif. Comme Luce a laissé sous-entendre, ça a été un énorme défi. Peu d'entreprises ont nécessairement des données quantitatives utilisables à l'échelle que nous, on a besoin, évidemment. Là, si on parle à une entreprise, ils ont peut-être des données pour eux, mais peut-être pas pour un secteur, ce qui est normal. Donc, bon, je vais revenir aux limites plus tard, mais nous, on a utilisé la méthode qu'on dit hybride. Donc, première étape, le cadre de l'étude. Donc, bien sûr, nous, on voulait partir de l'exploitation forestière jusqu'à la gestion en fin de vie des matières et des produits de bois, avec une attention particulière de l'exploitation forestière, mais surtout de la première transformation, comme a nommé Luce. Puis, bien sûr, notre frontière, c'était la province du Québec. L'année de référence visée, c'était 2023, parce que quand on a commencé le projet, c'était 2024, puis ça faisait plus de sens. Par contre, il n'y avait pas assez de données pour 2023, donc on a dû se limiter à 2022. Tout de même, depuis la publication de notre rapport, ben en fait, on a vu que les rapports de 2023 sont sortis, mais bon, c'est la vie. Et l'unité de mesure que nous avons utilisée, c'est des millions de tonnes métriques anhydres. En gros, c'est des tonnes métriques sèches. On parle du bois. Donc, quand c'est coupé en forêt, c'est encore humide. Puis après ça, ben, nous, on considère plutôt la masse sèche. Donc, ça, c'est juste un schéma grosso modo là, pour présenter c'est quoi la chaîne de valeur du bois, mais je pense que tout le monde dans la salle est pas mal au courant. Mais bref, on part de la forêt. Il y a différents... il y a la première transformation dont les scieries, les entreprises de valorisation énergétique ou de cogénération, les autres industries comme le panneau particules, plaquage et contreplaqué. Il y a aussi... j'en manque, bien sûr, j'en manque, mais bref, les grandes catégories sont là. Il y a aussi une 2e et 3e transformation. Ensuite, il y a l'utilisation qui va être plus au niveau des chantiers du secteur CRD, du secteur résidentiel ou des ICI. Mais ça, c'est l'idée générale ici sur laquelle on s'est basé. Ensuite, on a fait notre collecte de données auprès surtout de sources gouvernementales ou paragouvernementaux. Donc, on a toute la liste ici. On s'est aussi basé un peu sur... en fait, le CTT avait déjà fait un rapport sur le bois avec un différent périmètre d'études, mais on s'est quand même inspiré de cette étude-là. Et bien sûr, on s'est fié aux experts et aux acteurs clés de la filière bois, bien sûr. Donc, les limites. Yes.
En gros, il y en avait beaucoup. Donc, on essaie de faire ce qu'on pouvait avec les informations qu'on avait. Donc, bien sûr, j'ai nommé données partielles et ou incohérentes. Dans un même document, on a vu des incohérences de valeurs. Donc, il fallait faire des choix ou essayer de retracer d'où venait la valeur. D'autres limites, c'était les catégories simplifiées. Bien, en gros, on s'est concentré sur les grandes catégories de flux. Au lieu de prendre tous les produits imaginables de bois, on a regardé le bois rond. Tous les plaquages et contreplaqués ensemble. Vous allez voir ce que je veux dire par ça. Mais c'est une façon, d'avoir d'informations et deux, de pas non plus donner des informations confidentielles dans notre rapport. Là. Donc ça, c'est une autre façon. Bien sûr, on a aussi utilisé des facteurs de conversion approximatifs. Chaque arbre va avoir une masse volumique différente. Donc, il faut s'adapter à ça. On a des façons de faire, mais on a utilisé quand même des facteurs de conversion génériques. Il y a aussi la sous-représentation des volumes. En gros, les documents gouvernementaux ou paragouvernementaux, souvent, ils vont juste se concentrer sur les plus grandes usines. Donc, les plus petites n'étaient pas inclus dans l'analyse. Et finalement, on a fait un portrait partiel du commerce international, ce qui veut dire qu'on s'est vraiment concentré sur les flux de matière de la première transformation et pas autant sur la deuxième transformation. Donc, c'est une façon, en gros, parce qu'on n'avait pas la donnée, ce niveau de détail-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment réussi à suivre les flux sur lesquels on veut se concentrer. Tout ça mène à notre analyse de flux de matière. Yeah! Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se lit de gauche à droite. Dans notre cas, chaque flux est représenté par une couleur, dont la légende est là. Je passe à travers, mais les grandes lignes sont ça. Puis chaque nœud que vous voyez, c'est un emplacement ou un acteur de la filière de bois, qui est un processus dont, encore une fois, la légende l'explique ici. Mon chum dit qu'on dirait des trains, là, mais on va suivre le chemin des trains, puis ça va être plus simple comme ça. Donc, comme on a dit, on part de l'exploitation forestière jusqu'à la fin de vie. En début, on a vraiment la possibilité forestière, qui est à l'échelle du Québec, 28 millions de tonnes métriques anhydre, MTMA, pour plus court. Donc, ça, c'est à l'échelle du Québec. Ensuite, il y a un peu moins de la moitié qui va pas être récoltée de cette possibilité forestière-là. Une autre petite portion, environ 4 millions de TMA, qui vont être des résidus de coupe qui vont être laissés en forêt. Et il va y avoir ensuite, après ça, toute la partie de la forêt récoltée, qui est à peu près 13 millions de TMA au Québec, qu'on a estimé pour 2022. À partir de là, on est encore en forêt. Donc, on part, puis en forêt, voulant dire que le flux qu'on regarde, c'est le vert, donc forêt, et le petit, là, c'est les résidus forestiers qu'on voit. Ensuite, on part de là et de la forêt récoltée et une grande partie de bois rond va se rendre jusqu'aux scieries. Puis, les scieries vont également importer une certaine quantité de bois rond. Je vais y aller, les grandes tendances, là, ça va être plus simple comme ça, c'est la fin de la journée. À partir de la forêt récoltée, il y a également une portion de bois rond qui s'en va au PPC, qui représente les industries de fabrication de panneaux, plaquage et contreplaqués. Également du bois rond, un peu de bois rond qui va aller aux industries de pâte et papier. Et ça, c'est les grands flux qu'on voit. Il y a également un flux de la forêt récoltée en orange qui se rend jusqu'au consommateur. Et ça représente le bois de chauffage qui est généré. Ensuite, pour les scieries, comme j'ai dit, il y a une partie de bois rond qui va être importée de l'extérieur de la province. Extérieur de la province, voulant dire, ça peut être l'Ontario. Pour nous, c'est quand même une importation dans notre cas. Et ce qui va sortir de ça, c'est principalement beaucoup de copeaux qui vont se rendre à l'industrie de pâte et papier. Et bien sûr, du bois d'œuvre, dont à peu près la moitié va être envoyée sur le marché québécois, alors que l'autre moitié va être exportée hors du territoire. Il y a également de l'écorce qui va sortir des scieries qui vont aller au CPE, qui n'est pas celui pour les enfants, mais plutôt des industries de cogénération et de la fabrication de produits énergétiques.
On va commencer avec, encore dans la première transformation, les industries de pâte et papier. Ce qu'on voit juste en haut du PP, c'est une boucle, en fait. Donc, je vous ai dit que ça suit de gauche à droite, mais en réalité, il y a 2 boucles dans ce diagramme-là. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau de la pâte. Donc, bien sûr, on a combiné les industries de pâte et papier, mais la pâte est quand même réutilisée au sein de cette industrie-là. Les pâtes et papier vont également produire de la pâte, mais aussi du papier et carton que une plus grande partie du papier carton va être exportée, mais il y a quand même une partie qui va être consommée sur le marché québécois, alors que la pâte, c'est à peu près 50-50 pour l'utilisation sur le marché québécois versus l'exportation. Pour l'industrie PPC, donc de fabrication de panneaux, plaquage et contreplaqué, encore une fois, on voit que à peu près la moitié va être utilisée sur le marché québécois, mais l'autre moitié va être quand même exportée, ce qui est intéressant. Et finalement, pour la congénération et la fabrication de produits énergétiques, le petit en bas, une plus grande partie, en fait, va être exportée qu'utilisée sur le marché québécois. On voit aussi un débalancement. Il y a beaucoup plus qui rentre à ce processus-là que ce qui se sort. Ça, c'est en raison que ça, c'est une analyse de flux de matière. Ça ne prend pas en considération l'énergie qui est générée par ces industries-là. Et évidemment, dans la cogénération, il y a de l'énergie, donc il y a une perte, un transfert, en fait, de flux de matière à flux d'énergie. Ensuite, CONS, ça représente la consommation qui, en gros, regroupe deuxième et troisième transformateurs, les chantiers CRD, les secteurs résidentiels et les secteurs des ICI. On n'a pas pu désagréger ces informations-là, malheureusement. Donc, c'est tout rassemblé dans un processus. Et de là, on voit qu'il y a notre deuxième boucle en haut complètement qui est générée. Donc, il y a une partie, effectivement, de bois rond et de résidus de bois qui sont qui re-rentrent, en fait, là, dans notre boucle. Chez les premiers consommateurs, autant chez les CPE que les PPC et les PP. C'est le fun dans les acronymes, il y en avait pas assez dans notre industrie. Donc, fait que ça, c'est la deuxième boucle. Ensuite, on a CTT, qui est les centres de tri. Donc, il y a quand même une bonne partie de résidus qui va se rendre au centre de tri et une partie qui va être éliminée directement du marché québécois. Donc, ça, c'est ça. Et pour le centre de tri, finalement, donc, il y a une partie qui va être réintroduite auprès des premiers transformateurs, alors qu'il y a une bonne partie qui va être quand même éliminée et une partie qui va être exportée. Voilà, les trains, vous avez réussi. C'est un travail avec beaucoup de limites, comme j'ai mentionné, mais ça permettait quand même un premier jet d'informations pour justement alimenter la Suisse. Une autre façon de voir l'information, c'est avec un autre tableau compliqué. Donc, en gros, ici, on a tous les produits et matières de bois qui avaient été analysés, les quantités générées, les quantités importées, les quantités consommées et les quantités exportées pour chacun. C'est comme un détail plus fin, au final, dans ce tableau-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les 2 dernières colonnes. Puis c'est ça qu'on a utilisé pour mieux comprendre la circularité sur le territoire. Donc, on a le taux d'utilisation, que ça, c'est, en gros, on regarde tout ce qui rentre sur le territoire et ce qui sort sur le territoire, puis on essaie de voir au final, est-ce que ça balance. Donc, quand c'est 100%, ça veut dire qu'il y a autant qui rentre que ce qui sort sur le territoire. Ou en fait, il y a autant qui est produit qui va être consommé sur le territoire. Alors que le taux d'utilisation interne, c'est en excluant l'importation et l'exportation. Fait qu'on regarde juste la quantité générée et la quantité consommée. Et c'est là, ce que ça révèle, ces taux d'utilisation interne-là, c'est la circularité au sein du territoire québécois. Donc, alors que le taux d'utilisation, c'est de façon générale et globale, celui interne qui est vraiment par rapport au Québec. Donc, on voit que les pourcentages changent. Par exemple, si on prend le bois d'œuvre ici, le taux d'utilisation est à 100% global,
alors que le taux d'utilisation interne est à 51%. Ce qui veut dire qu'on produit une certaine quantité, puis on va juste utiliser 50% de cette quantité-là, l'autre partie va être exportée. Donc, on voit que plus le pourcentage est faible, plus on exporte ces matières-là. Les résidus de bois, je tiens à le nommer. Aussi, on voit que parmi la quantité de résidus de bois qui est générée, ça c'est tout résidu confondu, donc résidus de CRD, tous les types de résidus, ça m'échappe complètement. On voit qu'il y a juste 40% qui va être valorisé finalement de façon générale et ben là 39% qui va être valorisé au Québec. Donc voilà, une autre façon de voir l'information. Donc pour résumer tout ça, en gros, c'est que selon ce qu'on voit, oui, le secteur est en crise, mais on voit quand même que, peut-être comparé à d'autres filières, la filière du bois au Québec est plutôt circulaire. Les ressources sont souvent réutilisées ou partagées efficacement entre les acteurs. Par contre, il reste qu'il y a deux grands défis. Donc, un, il y a beaucoup d'exportations, ce qui veut dire qu'on perd les bénéfices économiques, bien sûr, et ça peut causer également des impacts environnementaux avec l'excédent de transport et ainsi de suite, en lien avec ce beaucoup d'exportation-là. Et évidemment, il y a une fin de vie des résidus qui est sous-optimale, ce qu'on s'attendait toutes. Donc, ce qu'on propose au final, en fonction de juste ces informations-là, c'est 3 pistes d'action pour améliorer la résilience et la circularité de la filière. Donc, la première, c'est de promouvoir les circuits courts et l'utilisation locale des produits du bois. Aucune surprise, ça revient à notre tableau de tantôt. De valoriser les résidus de bois de CRD également. Aucune surprise. Voilà. Et le troisième, c'est d'approfondir l'évaluation de la circularité avec des indicateurs complémentaires. Donc, en gros, ce qu'on veut dire ici, nous, on travaille beaucoup en économie circulaire. L'évaluation des matières, ce n'est pas la seule façon d'évaluer la circularité. Donc, c'est juste d'aller voir d'autres indicateurs possibles sur le territoire. Par exemple, le partage d'équipements ou ainsi de suite. Donc, voilà. Et je passerai donc la parole à Othman qui va nous présenter l'outil de simulation. Donc, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui permet aux entreprises de simuler donc, leurs opérations pour aller chercher une meilleure ou une gestion des risques qui est plus efficace. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter l'outil. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un outil web qui est accessible pour tous nos partenaires. Donc, l'outil va permettre son objectif global, c'est de rester résilient face à de l'incertitude. On a appelé l'outil Resilog, donc on a mixé la résilience avec Innovlog pour chercher cet outil-là. Donc, premièrement, les trois gros piliers de cet outil-là, d'abord, c'est que c'est un outil qui va permettre d'évaluer la résilience. Notre premier objectif, c'est de pouvoir donner un indice de résilience à nos processus puis à notre entreprise. Ensuite, l'outil va permettre de faire des recommandations intelligentes. Supposons que j'ai un indice de résilience aujourd'hui, quelles sont les actions que je dois prendre pour me permettre d'améliorer ma résilience? Et finalement, une fois que l'outil m'a permis ou m'a suggéré certains leviers de résilience, ben le troisième pilier de notre solution, c'est des simulations de ces leviers-là. Supposons que l'outil m'a suggéré un levier, ben, notre solution va te permettre de simuler ces leviers-là pour pouvoir voir qu'est-ce que ça aura comme retombée. Ce qui rend notre outil unique, c'est que d'abord, ça va nous permettre de faire une planification intelligente. Au lieu de faire une gestion de risque, c'est de n'importe quoi, au moins, on va être mieux orienté, plus ciblé dans notre planification. Ensuite, on a des analyses. Donc, suite à la simulation, on va avoir donc, des analyses qui vont nous permettre de comparer notre situation normale versus notre situation avec un risque. Ensuite, on a ajouté des alertes en temps réel. Supposons qu'on a certains risques qu'on a énumérés. Ben, une fois qu'il y a un risque qui peut arriver, on peut recevoir des alertes de l'outil qui permet de dire ben, c'est le moment d'appliquer une telle stratégie. Ensuite, on a rajouté aussi une collaboration intégrée. On sait qu'au sein de l'entreprise, on a plusieurs processus, on a plusieurs acteurs qui font donc, de la gestion résiliente ou de la gestion des risques. Avec l'outil, on a la capacité de faire travailler tout ce monde-là à l'intérieur de l'outil. On va garder aussi un historique de résilience. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de travaux qui sont effectués au sein d'une entreprise. Puis, à un certain moment, ben, on perd la traçabilité. Quelles sont les simulations qui ont été roulées? C'était quoi les résultats? C'était quoi les constats? Ben, au moins, avec notre outil, on va pouvoir garder tout cet historique-là qui va être documenté. Et finalement, c'est sûr que la sécurité de données, c'est un
de nos enjeux phares. Donc, on s'assure que les gens qui mettent des données sensibles au sein de notre plateforme, que les données sont sécurisées puis qu'il n'y a aucun risque de partage de ces données. Donc, une fois qu'on est à l'outil, donc on peut commencer. Donc, on crée un compte entreprise. Moi, j'ai déjà créé un compte, donc je vais juste directement me connecter. Une fois qu'on rentre à l'intérieur de la plateforme, la première chose qu'on voit, c'est un tableau de bord qui va me permettre de voir un aperçu de l'entreprise. Donc, moi, j'ai un compte où je suis owner, par exemple, de l'entreprise Innovlog. Donc, on peut voir que ici, on a déjà 6 membres qui sont en train de travailler donc, sur la plateforme. On a 2 membres qui ont reçu des invitations en attente. Jusqu'à aujourd'hui, on a roulé 5 scénarios de résilience au sein de la compagnie. Puis, on a roulé 9 simulations pour répondre à ces scénarios-là. Puis le score moyen de la résilience au sein de notre compagnie aujourd'hui, il est à 78%. Puis en plus, on peut voir l'activité mensuelle. Donc, nous, on a commencé depuis janvier, puis on peut voir chaque mois combien de scénarios on a roulé, combien de simulations. Puis même notre score de résilience, on a débuté vers 60%, puis on voit donc, au fur et à mesure des mois comment on augmente notre niveau de résilience. Maintenant, une fois qu'on a ce tableau de bord, on peut aller compléter l'information de l'entreprise. Donc ici, j'ai mis des informations d'Innovlog. Puis ici, on peut voir les membres d'Innovlog. Donc ici, je peux voir les membres qui sont en train de collaborer au sein de la solution. Donc, c'est quoi leur rôle au sein de l'entreprise, puis c'est quoi leur niveau de planification. C'est très important de mettre ces informations-là parce que l'outil va suggérer des éléments de vulnérabilité qui dépendent à son niveau stratégique, quelqu'un qui à son niveau de décision. Quelqu'un qui travaille en stratégique, c'est sûr qu'on va leur suggérer des leviers au niveau stratégique. Un autre qui est plus au niveau opérationnel, là aussi on va lui suggérer des leviers de résilience à un niveau opérationnel. Puis, comme vous voyez tout à l'heure, on peut inviter des gens, puis on peut voir le statut. Donc, une fois qu'ils vont accepter l'invitation, on peut voir que leur statut va changer au sein de la plateforme. Bien sûr, l'administrateur peut à chaque moment venir modifier des informations, retirer l'accès à une personne ou autre. Donc, une fois qu'on a mis ces informations, on peut commencer par des scénarios. Puis, c'est là les scénarios de résilience qu'on veut rouler. Par exemple, ici, nous, on a roulé 5 scénarios. Par exemple, supposons qu'on a une rupture d'approvisionnement critique. À ce moment-là, comment l'entreprise va pouvoir réagir donc, à ces risques-là. Supposons qu'on a une inflation soudaine, puis là, on a une crise énergétique, donc ce qui fait que les prix vont augmenter. Comment on va pouvoir réagir? Une grève de transport, une nouvelle crise sanitaire, une catastrophe donc naturelle régionale. À ce moment-là, l'outil va permettre de garder l'historique de tout ce qu'on a pu rouler comme simulation, puis il va pouvoir nous suggérer les leviers. Donc, pour le cas d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas fictif que supposons qu'on est une entreprise, puis on s'approvisionne du bois à partir de scieries, puis supposons que dans cette région-là, il y a eu le feu qui a pris. Donc, ce qui fait que ces entreprises-là, leur capacité de production va être impactée, puis on veut rouler ce scénario-là pour voir qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Donc ici, j'ai déjà commencé, par exemple, j'ai déjà juste ouvert mais je peux venir modifier donc mon scénario d'analyse. Donc ici, on peut voir, on peut mettre le titre ou le titre qu'on veut donner au scénario. Ici, par exemple, on peut venir faire une description. Par exemple, ici, j'ai mis un feu de forêt majeur touche la région du Québec, paralysant les routes, les entrepôts, puis les réseaux électriques. Notre objectif, c'est de voir la continuité de nos opérations. Est-ce qu'on a une redondance logistique? Puis, est-ce qu'on a la capacité de redistribuer ce flux-là? Donc, ce qu'on va faire à travers la plateforme, c'est qu'on va donner une priorité à notre scénario. Puis, on va attribuer le scénario à une personne au sein de la compagnie qui va être responsable donc, de ce processus. Ensuite, on peut voir que ça nous permet de choisir le processus qu'on est en train d'évaluer, il fait partie de quelle catégorie de processus. Est-ce qu'on est plus dans un processus de production, de distribution, d'approvisionnement? Pourquoi on demande aux gens de sélectionner ces aspects-là? C'est que ça va nous permettre de filtrer les leviers qu'on veut suggérer, de les axer vers des leviers qui sont adaptés donc, à ces choix de processus. Donc ici, on est dans un processus d'approvisionnement. Maintenant, l'outil va me permettre d'évaluer des vulnérabilités. Donc c'est sûr que là, j'ai ciblé un peu ce que je veux rouler comme scénario. L'outil va me permettre de dire, c'est d'abord d'évaluer des vulnérabilités. Ce qui fait que l'outil nous suggère des vulnérabilités. Est-ce qu'on a des dépendances à des fournisseurs qui sont non évalués? Est-ce qu'on a
la capacité de nos fournisseurs qui sont limitées. Et à ce moment-là, c'est à nous de pouvoir répondre donc, à ces questions, donc d'une échelle de 1 à 6, 1 supposons qu'il n'est pas présente, puis l'échelle 5 qui est très forte, puis on a rajouté un 6e point, si jamais on ne sait pas la réponse, ben, on a la capacité d'y répondre. Supposons le cas, puisqu'on a un feu de forêt, ça veut dire que ces vulnérabilités sont majeures aujourd'hui, puis on veut voir leur impact. Donc on avance, puis là, l'outil nous suggère donc, des capacités. Est-ce que l'entreprise a mis en place des éléments déjà pour pouvoir faire face donc, à ces risques-là qu'on a vus? Donc, est-ce qu'on a déjà évalué des fournisseurs qu'on a dans notre réseau? Est-ce qu'on a une capacité de gérer la capacité de nos fournisseurs ou on n'a pas de visibilité? Au niveau de la gestion des fournisseurs, est-ce que j'ai déjà des fournisseurs de secours que j'ai déjà choisis dans mon réseau ou pas encore? Donc à ce moment-là, l'entreprise peut déjà répondre, peut-être évaluation des fournisseurs, oui j'ai déjà fait de l'évaluation de façon moyenne, la gestion de la capacité je gère, mais peut-être la gestion de fournisseurs de secours, ce n'est pas quelque chose que j'en ai fait. Donc là je réponds, puis là, lorsque j'avance, ça me permet d'avoir donc un score de résilience. Donc je sais aujourd'hui pour mon processus, j'ai un score de résilience qui est à 40%, qui est quelque chose de modéré. Puis l'outil va pouvoir me suggérer des simulations que je pourrais faire ou des leviers de résilience. D'abord, il me suggère de faire une évaluation des fournisseurs, de pouvoir gérer les capacités de mes fournisseurs, mais aussi pouvoir gérer les fournisseurs de secours. Donc ça, c'est les suggestions de l'outil. Maintenant, pour le cas de la présentation aujourd'hui, on va voir le cas de la gestion des fournisseurs de secours. Donc là, je peux choisir un ou je peux enregistrer donc, mon scénario tel qu'il est sans pour autant aller vers les simulations. Donc là, on voit que, si on revient, on voit que notre scénario, donc on l'a roulé, donc on voit que le scénario il est complété, donc je peux venir voir les éléments de mon, c'est comme un résumé du scénario que j'ai roulé, j'ai l'indice de résilience que j'ai obtenu, qui est le responsable, puis j'ai même les réponses qui ont été données dans le cas de l'évaluation. Maintenant, si je reviens au niveau des simulations, ben, je pourrais voir, j'ai déjà testé comme une simulation, mais on pourrait voir les simulations qui roulent ou que je pourrais rouler. Donc là, je pourrais venir modifier donc, ma simulation. Donc ici, ce que ça dit la simulation, c'est que grosso modo, j'ai par exemple le cas d'une entreprise qui s'approvisionne de 2 fournisseurs. Puis là, je veux voir d'autres fournisseurs de secours, puis voir quelle est la différence entre un scénario où j'ai des fournisseurs de secours, puis un autre scénario où je n'ai pas de fournisseurs de secours. Donc, pour vous épargner, c'est toute cette rentrée de données. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé comme le cas de simulation. C'est ça. Donc, on regarde que dans la simulation que je vous présente, on a 2 fournisseurs. Donc, le premier fournisseur, il a une capacité de 800. Il a un flux minimum. Ça veut dire au minimum, je dois lui passer des commandes de 100. Un deuxième fournisseur qui a une capacité de 600, un autre flux donc de 100. La particularité, c'est que maintenant, j'ai ajouté 2 fournisseurs de secours. Donc, le premier fournisseur de secours, il a une capacité de 500. Par contre, lui, pour pouvoir activer mon contrat, ça prend un coût fixe de 5 000 $, un flux minimum de 50, un coût de réservation, ça veut dire qu'à chaque fois que je lui réserve une quantité, je suis obligé de payer ce coût de réservation, peu importe si j'effectue la commande ou pas. Puis en plus de ça, je rajoute comme un autre coût si jamais j'effectue donc la réservation. Même chose pour le deuxième fournisseur. Au niveau de la demande, je sais que la succursale de Montréal, il a une demande de 1200 mètres cubes, par exemple, de bois. Puis si jamais il a une rupture, c'est l'équivalent de 500 $ à chaque rupture donc, là. Puis le cas qu'on suggère, c'est que nous, ce qu'on veut évaluer, c'est si jamais, à cause du feu, on a nos 2 fournisseurs qui ont une capacité qui est impactée aux alentours de 65%. Donc c'est ça le phénomène de risque ou le phénomène qu'on veut simuler sa résilience.
Donc, d'un point de vue résultat, ce qu'on regarde, c'est que notre plan non résilient, ça veut dire que je n'ai pas ajouté des fournisseurs de secours donc, à ma stratégie. Si jamais il n'y a pas de perturbation, ce plan-là me coûte 53 000 $. Mais si jamais il y a une perturbation qui arrive, le feu de forêt qui pointe, on peut voir l'augmentation du coût qu'il va avoir. Par contre, dans le cas résilient, ça veut dire que j'ai considéré dès le départ dans ma conception donc, des fournisseurs de secours. C'est sûr que ça va coûter, si jamais il n'y a pas de perturbation, quand même ça va coûter 5 000 $ de plus. Mais par contre, si jamais il y a le feu de forêt qui arrive, on peut voir que l'augmentation n'est pas tant significative. Donc le coût ici il est contrôlé, versus ici, on n'a aucun contrôle au niveau des coûts. Puis l'outil nous suggère aussi c'est quoi la conception du réseau. Donc, puisque au départ on avait 2 fournisseurs, ce qu'il nous suggère c'est de diviser donc, le flux par ces 2 fournisseurs-là. Comme ma demande est limite de 100, le premier fournisseur il coûte un peu moins cher, donc c'est pour ça qu'on va aller chercher sa capacité maximale, puis le reste on va le donner au deuxième fournisseur. Par contre, avec la stratégie résiliente, au niveau de la conception, ce qu'il nous suggère, c'est d'aller chercher la capacité maximale des 2 fournisseurs primaires, mais aussi d'aller réserver une quantité de secours chez le fournisseur de secours numéro 1. Puis, maintenant que j'ai conçu mon réseau, ce qui m'intéresse, c'est que si jamais il y a une perturbation qui arrive, comment je vais pouvoir donc réagir à cette perturbation-là? Donc, c'est là où le volet de l'analyse qui est très important, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter plusieurs scénarios qui correspondent à des éléments qui arrivent réellement. Supposons que, au final, c'est pas, mon fournisseur n'a pas perdu 65% de sa capacité, il n'en a perdu que 30%. Mais par contre, moi, ma demande, elle a augmenté de 20%. Puis, il y a eu un changement de coût. À ce moment-là, comment je vais pouvoir réagir à ce phénomène-là? Donc, à travers l'outil, ce qu'on peut faire, on peut venir donc, ici rajouter donc, le scénario que je veux analyser. Supposons que le scénario, j'ai mon fournisseur, par exemple, mon fournisseur principal numéro 1, puis en fait, son coût, il a augmenté de 5%. Puis, j'ajoute donc cette perturbation à mon scénario. J'ai ma demande aussi, donc la demande au niveau de la succursale de Montréal, aussi qui a augmenté de 20%. Donc je peux rajouter tous les détails que je veux au niveau de ce phénomène-là. Puis une fois que je rajoute donc, ce scénario-là, je viens au niveau de l'analyse, puis je peux voir comment je vais réagir donc, à ce phénomène-là. Donc supposons que j'ai mon scénario numéro 1 qui considère donc, certaines perturbations. À ce moment-là, je pourrais voir d'abord le coût, combien ça va me coûter. Puis ce coût-là, j'ai l'explosion du détail. Ça veut dire que mes flux primaires m'ont coûté tant, le coût de réservation, j'ai des coûts fixes pour activer donc, des fournisseurs de secours, j'ai des flux secondaires avec mes fournisseurs de secours, puis j'ai des coûts de pénalité aussi. Donc ça, je pourrais voir le détail des coûts. En plus, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous voyez ici, à chaque fois, il y a comme le scénario résilient, le scénario non résilient. Puis on pourrait voir plus donc la probabilité qu'il y a un phénomène qui peut arriver, plus on peut voir que le scénario résilient, donc le premier scénario ici, les coûts sont maîtrisables. On peut voir que les coûts ici ne changent pas tant. Parce que j'ai un scénario qui est résilient. Par contre, si on regarde ici, plus la probabilité de la rupture augmente, plus les coûts, ils ne peuvent pas être maîtrisés. Même chose donc, au niveau de la répartition. Donc, je pourrais voir dans mon scénario résilient, plus j'avance, comment je fais la répartition donc, de mes achats entre mes fournisseurs. Puis, dans mon scénario non résilient, je pourrais voir aussi comment je pourrais le faire. Et finalement, donc on a un diagramme. Pourquoi on ne peut pas voir ça, mais... Okay. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à voir les graphiques, mais l'idée derrière, c'est que les résultats qu'on voit ici, donc la distribution, c'est un diagramme de Sankey qui me permet de voir, selon le scénario que j'ai, comment je vais pouvoir faire la distribution pour l'achat auprès des fournisseurs que l'outil va me suggérer. Donc ça résume l'outil qu'on a aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a à peu près
14 leviers de résilience qui sont déjà implantés au sein de l'outil. Puis au fur et à mesure qu'on a des partenaires, notre objectif c'est de rajouter encore davantage donc, des leviers de résilience. Comme ça, l'entreprise peut pouvoir rouler ces scénarios-là puis pouvoir tirer des constats à partir de ces scénarios. Donc, ça résume la présentation de l'outil. Puis, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Puis, je passe la parole à Esma. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats des projets pilotes que nous avons fait en collaboration entre Conseil 2.0 et Innovlog, surtout dans un environnement ou un contexte où les enjeux vraiment logistiques ne sont plus juste économiques mais aussi environnementaux. Donc comme Luce avait bien expliqué au début, le but de ce projet en totalité, c'était vraiment de créer une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente, agile et circulaire. Donc pour faire en sorte, on a fait 2 projets pilotes. Le premier, c'est une optimisation de réseau de distribution de bois de construction. Et le second, c'est une optimisation de l'approvisionnement en biomasse pour la production de biochar. Donc, si on commence un peu avec le premier projet, qui est l'optimisation du réseau de distribution, ce projet-là, il a été réalisé avec une entreprise québécoise de grande envergure. Malheureusement, on ne peut pas mentionner le nom. Mais son réseau actuel, il est centralisé. Donc, ils ont un seul centre de distribution qui permet de livrer à plus de 250 différents magasins qui sont répartis dans l'Est du Canada. Donc, avec l'analyse qu'on a fait aussi avec Innovlog, avec le simulateur que Othman vient vous présenter, on a pu justement tester leurs différentes stratégies et identifier c'est quoi les inefficacités et les leviers qu'il va falloir qu'on améliore. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'ils ont une grande inefficacité au niveau des flottes qu'ils utilisent parce qu'ils sont surdimensionnés pour pouvoir livrer tout le territoire. Donc, ceci vient avec des coûts très élevés, très importants, avec des kilométrages assez monstrueux qui parcourent à chaque fois et aussi des niveaux d'inventaire qui ne sont pas bien répartis dans le réseau. Donc, ça met en risque des risques de rupture de stock et des manques de vente. Donc notre objectif, c'était vraiment de réévaluer tout le modèle avec une optique un peu plus différente, qui va être un réseau plus décentralisé en mettant en place des hubs régionaux pour mieux servir leur distribution. Et donc le but, c'était vraiment de réduire leur taille de flotte et donc en conséquence les coûts qui sont attachés. Diminuer bien évidemment l'empreinte carbone et aussi mieux répartir le stock avec une logistique qui est plus fine et plus adaptée à leur réalité. Donc, pour arriver un peu à notre utilité, à notre objectif, on a mis en place notre méthodologie en 4 étapes. La première étape, c'était vraiment de bien comprendre et d'analyser leur réseau actuel pour savoir comment ça se répartit, c'est combien de magasins, ils se positionnent où, c'est quoi le volume, est-ce qu'il y a une certaine saisonnalité, c'est quoi toutes les caractéristiques de ces magasins et c'est quoi les contraintes opérationnelles et logistiques qu'il va falloir qu'on prenne en considération. Donc cette première étape, elle était quand même cruciale pour comprendre en détail l'entreprise et les enjeux qu'ils font en face. Donc cette cartographie, ça nous a permis un peu comme une sorte de fondation pour développer pour arriver à notre objectif. Donc une fois cette étape a été finalisée, on est passé un peu au vif du sujet, qui est l'analyse de Greenfield. C'est une analyse qu'on utilise avec un outil de modélisation qui est basé sur des algorithmes mathématiques pour nous permettre justement, avec la répartition des modèles d'affaires actuels, la répartition des magasins, la répartition de leurs demandes, de déterminer où est-ce qu'il va falloir qu'on en place ces hubs régionaux pour mieux servir leur réseau, pour assurer une meilleure logistique et une meilleure distribution, et réduire les distances avec une réduction aussi des coûts. Donc le résultat de cette étape-là, ça nous a permis d'avoir un peu le chiffre magique que le scénario le plus optimal doit se présenter entre 5 à 7 hubs régionaux pour une meilleure efficacité dans leur réseau de distribution. Donc, une fois on avait cette réponse-là, il fallait qu'on prenne ces résultats-là à un niveau un peu plus détaillé, avec une modélisation plus avancée où on a simulé ces différents scénarios logistiques pour justement identifier c'est quoi la configuration la plus optimale en termes de coût, de performance et de faisabilité opérationnelle pour ce client-là. Donc là, dans cette dimension-là, pour chacun des scénarios, on a rentré les coûts de transport, les coûts de stockage, les coûts
d'exploitation justement sur les structures qu'ils doivent mettre en place pour déterminer c'est quoi l'économie pour chacun de ces scénarios identifiés. Mais ça représentait pas notre réponse complète. Il fallait qu'on rajoute une autre étape qui est l'analyse économique pour clôturer un peu notre business case, pour intégrer justement une vision financière aux différents scénarios qu'on avait simulés, pour identifier c'est quoi la meilleure solution pour ce client-là, pour assurer une meilleure efficacité, un meilleur rendement, une réduction des prix. Donc le résultat en général de ce premier projet, ça nous a permis de faire une réduction des coûts logistiques de plus de 40%, grâce vraiment à une meilleure structuration du réseau avec une implémentation de 6 hubs régionaux. Le second exploit, c'était une diminution de plus de 63% de kilomètres qui parcourent, qu'on vient réduire, et donc ça vient contribuer significativement à la réduction de l'empreinte carbone également. Et troisièmement, c'est que les décisions que nous avons proposées à notre client, ils étaient basés sur leurs données réelles qu'on a validées sur le terrain, donc pour assurer qu'ils seront capables de les exploiter dès demain, qu'ils veulent aller de l'avant avec. Donc ce projet, il fait en sorte qu'on a des bases vraiment solides d'une transformation logistique à la fois efficace, durable et résiliente. Le second projet, c'est un peu différent, c'est plus une optimisation de l'approvisionnement en biomasse pour un site de production de biochar. Ici, c'est une autre entreprise québécoise, justement, qui voulait se lancer dans la production du biochar. Ils avaient comme objectif entre 20 000 et 40 000 tonnes par année. Donc, pour cela, ils avaient besoin entre 100 000 et 180 000 tonnes par an de biomasse. Donc, il fallait justement trouver d'où est-ce qu'ils peuvent se réapprovisionner de façon durable, locale et à moindre coût. Donc justement, notre objectif, c'était d'identifier toutes ces sources d'approvisionnement, modéliser leur réseau logistique pour déterminer c'est quoi la solution la plus optimale, tester plusieurs stratégies d'approvisionnement pour au final proposer la solution la plus durable et la plus faisable pour eux. Là encore, pour arriver à notre objectif, on a mis en place 4 grandes étapes. La première, c'était tout d'abord de bien comprendre et d'analyser les besoins de ce client. Il fallait absolument comprendre c'est quel type de matière qu'ils peuvent accepter. Est-ce que c'est du bois de CRD? Quel type de bois de CRD? Est-ce que c'est le Q1, Q2, Q3? Est-ce qu'ils acceptent aussi les forêts publiques, privées? Donc c'est du bois rang. C'est quoi les caractéristiques de cette matière première? C'est quoi les niveaux d'humidité qu'ils peuvent accepter? C'est quoi la taille? Est-ce que ça doit être broyé, pas broyé? Tous ces petits détails-là qui sont indispensables pour nous pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Donc cette étape, ça nous a permis vraiment d'avoir une fiche technique très très détaillée pour savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de chercher avec c'est quoi les quantités exactes. Donc une fois on avait pu finaliser cette étape-là, ça nous a permis de passer un peu en entrevue plus avec différents partenaires, fournisseurs dans le secteur, des centres de tri. On a aussi collaboré avec Cerfo qui nous ont grandement aidés, ce sont des experts un peu dans le domaine forestier, qui nous ont permis de nous mettre un peu en contact avec tous les intervenants dans les forêts publiques et privées. Donc, avec ces différents entretiens qu'on a mis en place, on a pu vraiment dénicher les meilleurs fournisseurs qui répondent un peu à toutes ces exigences imposées par notre client, qui sont locales, résilients et durables, bien évidemment. Et on a pu justement arriver à un volume de plus de 240 000 tonnes métriques verts, donc largement plus que ce que le client cherchait en lancement. Donc, une fois on a identifié les fournisseurs potentiels, on a fait une simulation d'analyse pour le scénario d'approvisionnement. Donc, avec le fournisseur, il avait 2 recettes possibles dans sa production. C'est soit il s'approvisionne 50% de bois de CRD et 50% du bois rond, donc de provenance de forêt, ou il peut faire 75% centre de tri et 25% de forêt. On a rajouté un 3e scénario pour savoir si on n'a pas cette répartition. Donc, si on n'a aucune contrainte, c'est quoi l'approvisionnement le plus avantageux ou celui qui a le moindre coût.
Donc cette étape-là, ça nous a permis vraiment d'identifier c'est quoi la meilleure option de fournisseur avec le transport. Est-ce que c'est le fournisseur qui doit s'en occuper du transport? Est-ce que c'est le client qui va s'en occuper? Et même avec le client, on a fait 2 soumissions de transport pour s'assurer d'avoir le meilleur prix sur le marché. Et donc, on rentre en considération toutes ces étapes-là, les contraintes aussi gouvernementaux, c'est quoi les niveaux de stock qu'il va falloir qu'on ne dépasse pas dans leur cours arrière pour qu'on reste conforme avec les normes imposées par les municipalités. Tous ces détails-là, ça nous a permis un peu d'identifier pour chacun des réseaux, ou des scénarios, pardon, c'est quoi les meilleurs fournisseurs pour chacun des réseaux avec le meilleur prix et combinaison opérationnelle la meilleure pour ce client-là. Donc, une fois on a pu justement déterminer la meilleure des options, on a fait la 4e étape, qui est la recommandation à la feuille de route, parce que c'est un client qui il veut se lancer dans la production, donc il n'a jamais fait ça. Donc, on a fait un document très détaillé, pas par pas, pour lui permettre justement de montrer c'est quoi les étapes qu'ils doivent mettre en place pour mettre en place justement cette recommandation de façon plus rapide et efficace. Donc, en conclusion de ce 2e projet, c'est que ce que nous avons constaté, c'était très intéressant, c'est que les volumes de biomasse sont relativement très accessibles et disponibles, beaucoup plus que ce qu'on cherchait. Mais malheureusement, il y a une grande négociation qui se fait un peu en back-end avec tous ces fournisseurs-là, surtout dans la région de Montréal, parce qu'ils sont pas mal très convoités. Et donc, ça engendre vraiment une forte volatilité des coûts. Donc, il va falloir vraiment très, très bien négocier pour arriver à avoir des prix et des quantités assez intéressantes. Donc, ce projet-là, ça arrivait avec un impact environnemental assez intéressant. Donc, ça nous permet vraiment de réduire les émissions de à peu près de 83 000 et 153 000 tonnes de CO2 par année, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et surtout, c'est parce qu'on a une grande quantité de bois qu'on détourne de l'enfouissement en les réinjectant justement dans une chaîne de valeur et leur créer de la valeur. Les retombées aussi stratégiques, c'est que ça nous a permis de définir les meilleures options pour ce client, pour avoir un modèle qui est circulaire, robuste, agile et surtout durable et local. Donc, en conclusion un peu de ces deux projets, ce que nous avons grandement appris, c'est que ces 2 projets, ils démontrent vraiment une puissance d'une modélisation qui est assez avancée, qui est appuyée sur des données réelles, pour concevoir vraiment des réseaux de logistique qui sont efficients et durables. Ça nous a permis d'avoir un impact à double jeu, qui est vraiment un impact économique assez intéressant. Donc, on a pu réduire les coûts de façon très significative, mais aussi ça nous a permis de faire une réduction assez importante des émissions des gaz à effet de serre avec une réévaluation de la matière résiduelle. Et finalement, la méthodologie que nous avons déployée, elle pose les fondations d'un approvisionnement qui est circulaire, qu'on veut grandement encourager avec ce projet-là, qui est capable de s'adapter aux différentes contraintes organisationnelles pour ses différents clients et pour atteindre des objectifs ESG assez importants. Donc, avant peut-être de prendre vos questions, je vais inviter Daniel. Faire ça. OK. Luce, pour le mot de clôture. Oui, en fait, merci Asma. Je voulais prendre juste une minute pour remercier les partenaires. Comme vous voyez, une belle continuité, une belle complicité entre les résultats et on voit qu'il y avait quand même une synergie entre les partenaires. Donc, merci Mélissa pour cet ETI. Merci Hotman pour Innovlog, bien que dans la famille, c'est ton équipe qui a participé à ça. Merci beaucoup Asma pour le travail avec Conseil 2.0. Je vais laisser le mot de la fin à Daniel Vendette, qui est le président de Conseil 2.0, qui a été un bon partenaire, qui a remué ciel et terre pour faire avancer le projet. Donc, merci Daniel. Merci Luce. Merci tout le monde. Je vois beaucoup de visages qui sont familiers, avec qui on a parlé. Ce projet-là nous a permis de découvrir plusieurs belles pépites dans la résilience à travers la chaîne d'approvisionnement dans le bois. Des ourdis en était un, que vous allez être capable de faire le tri à la source pour pouvoir réimporter le CRD, le traiter correctement, le chipper ou le mettre en copeaux et le expédier. La même chose avec Enfouibec, qui a quand même beaucoup d'initiatives qu'ils font pour éviter l'enfouissement, détourner l'enfouissement dans le fond et tout ça. Fait que c'est super. Ce que ça nous a donné aussi comme constat,
c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se passent dans le domaine du bois, dans le domaine de la foresterie, mais pas beaucoup de concertation ministérielle. Donc ça serait important qu'on soit capable, en quelque part, de regrouper ces initiatives-là et d'avoir un genre de consortium qui nous permettrait de mettre à bien tout ce qu'on a fait, on a prouvé ici. Donc on a encore des projets réalisés là-dedans. On a une belle expertise, les 3 partenaires ensemble. Donc, on peut vous aider, vous accompagner dans ces projets-là et vous amener beaucoup plus loin. Donc, gênez-vous pas pour parler avec Luce, Nawal, Atman, Asma, Julie. C'est bon? C'est bon, le bon nom. Ou Mélissa. Pour amener vos projets, on sera capable de vous aider, on sera capable de vous guider là-dedans. Il y a une belle communauté collégiale, universitaire qui s'orchestre en entour de tout ça. Vous avez vu, il y a plein de partenaires qui travaillent dans ça. Il faudrait essayer de faire une petite concertation là-dedans pour arriver à quelque chose qui est durable puis qui pousse la circularité au Québec. C'est impressionnant de voir qu'on importe du bois de CRD d'ailleurs, alors qu'on en a plein ici, qu'on pourrait utiliser puis qu'on pourrait mettre à bon escient. Sur ce, merci tout le monde. Je suis le dernier bout avant le beurre, fait que je vais m'enlever de là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour les équipes? Est-ce qu'on va avoir la présentation? Non. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Mais je vous invite tous, si vous avez une chance, d'aller visiter Desourdis ou Enfouibec. C'est 2 centres qui sont quand même d'avant-garde, puis c'est vraiment cher. Fait que... Non. La présentation, ça a été filmé durant toute la présentation, fait que ça va être disponible sur notre site web. Puis ce qu'on souhaite aussi, c'est que cet outil qui a été financé par le ministère par le MEIE soit vraiment utilisé. Fait qu'on vous invite vraiment, si vous voulez réaliser des projets pilotes, valider vos stratégies d'approvisionnement ou votre stratégie locale versus pan-canadien. Appelez-nous, on va utiliser l'outil pour vous, mais aussi il est adaptable à d'autres secteurs d'activité, je tiens à le mentionner. On l'a conçu de façon à ce que par la suite, il y ait une possibilité de l'élargir à d'autres secteurs d'activité. Avec les enjeux qu'on vit actuellement pour l'exportation, les tarifs douaniers, ce qu'on a réalisé le projet, c'était avant vraiment ces enjeux, mais on voit que c'est adaptable à d'autres secteurs d'activité, fait que n'hésitez pas à en parler dans auprès de vos réseaux, vos contacts. Fait que merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour notre équipe, des commentaires? Merci pour votre présence encore une fois.